Hey, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Même si pour toi ce sera 500, mais ça, tu le sais déjà. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons, comme tu le sais déjà, différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites, pardon. Alors, Hugo, take a seat now. Dressed up in all red like Cameron in Aima Video. PDG, Shnoun Eli Yetkelem Fikum Langlizia. Let's get it! We hustle, baby. J'adore. J'adore. Trop quoi. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, et avant d'entamer la vidéo, la discussion plutôt, je dirais, je te demanderai juste d'appuyer ici, de t'abonner à la chaîne pour suivre toute l'actu. Alors, aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de recevoir la grande journaliste, mais surtout la femme de cœur, celle que l'on nomme Aïda Touiri. Aïda. Eh bien, après une telle présentation, je ne sais plus quoi dire. Je suis ravie en tout cas d'être avec vous et de découvrir donc votre chaîne, votre mode de fonctionnement. Je suis hyper curieuse et j'adore. En fait, depuis tout à l'heure, je pose des questions hors caméra, mais ouais, j'adore ce que vous faites. Je trouve que c'est très bien de prendre l'initiative justement et de voilà, si quelque chose n'existe pas, eh bien tu le crées et c'est parfait. Mille merci, c'est ça que j'aime. Mille merci Aïda, ça nous touche beaucoup, surtout venant de toi. Sincèrement, je te suis depuis pas mal de temps, mais tu le verras. Ok. Alors Aïda, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Aïda Touiri, j'ai 43 ans, je viens de les avoir, donc pour moi, j'ai pas encore franchi le cap. Et je suis journaliste donc depuis plus de 20 ans maintenant. Exact. Je suis passée par la presse écrite, la radio, la télé. Aujourd'hui, je produis des programmes. Voilà, donc je reste dans le milieu du journalisme et un journalisme que je veux le plus impactant possible. Et c'est pour ça que ça me parle d'autant plus quand tu présentes ta chaîne comme une chaîne qui rassemble. Ça, Exact. C'est tout ce que j'aime. Ah, mille merci Aïda. Bon, est-ce que en faisant tes études là, tu t'attendais à avoir une telle carrière? Parce que je rappelle, une carrière de plus de 20 ans. Ouais. Bah non, c'est vrai que j'ai jamais fait de plan sur la comète ni de plan de carrière, à vrai dire, mais moi je me destinais pas du tout à être journaliste, quoi. J'ai commencé par faire des études de médecine, puis des études de psycho, avant de bifurquer sur le journalisme. Alors pourquoi médecine, pourquoi psycho? En fait, médecine c'était le métier de mon père, quoi. Pour lui, c'était le rêve de sa vie d'avoir un de ses enfants au moins pour être médecin, quoi. Parce que si tu veux, il y avait un métier pour lui qui était très bien pour une femme, d'autant plus, c'était médecin. Et en vrai dire, moi, je sais pas que je voulais pas être médecin. J'admire énormément les médecins et le personnel soignant en général, mais tu vois, je suis pas du tout scientifique. Limite, j'ai peur à la vue du sang. Donc, c'était plus pour le faire plaisir. C'était vraiment pour faire plaisir à mon père, quoi. Je savais tout ce qu'il avait enduré pour venir ici, pour offrir une belle éducation à ses enfants. Donc, c'était une manière aussi de lui rendre hommage, quoi. D'accord. Donc, évidemment, j'ai raté médecine. J'en ai fait 2 ans quand même. D'accord. Et ensuite, tu vois, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, c'est aussi un message aux gens qui se disent, voilà, j'ai 20 ans, je sais pas quoi faire de ma vie. Eh ben, c'est possible. Et même parfois, c'est normal. Donc, j'ai fait psycho en me disant, voilà, je viens de passer 2 ans en médecine. J'ai envie d'un truc qui me serve quand même. Et je me suis orientée vers la psychologie parce que c'est une science qui m'attirait beaucoup. La science humaine, le fait d'essayer de comprendre l'être humain aussi, tout ça m'intéressait énormément. Et pour moi, la médecine était un plus. Donc, j'ai fait 2 années de psycho aussi. Et en fait, ça m'a beaucoup plu au départ. Et ce qui m'intéressait, on va dire, beaucoup moins, c'était qu'en réalité, je me voyais pas soigner des gens par la parole. D'autant plus que il me semblait que c'était quand même une science. Alors, contrairement pour le coup à la médecine, c'est pas une science exacte, quoi, la psycho. Tout à fait. Je veux dire, t'as des théories qui sont pas les mêmes selon que tu es plutôt lacanien ou freudien. Donc, c'est des théories qui se valent, hein, mais qui, justement, me semblaient
tellement aléatoire au final que je me sentais pas de soigner les gens par la parole. Il y en a qui le font très bien, mais voilà, pour moi c'était pas mon truc. Et heureusement, je dois dire, le destin a bien fait les choses. À ce moment-là, alors j'ai toujours été passionnée de sport. À ce moment-là, était organisée donc en France la Coupe du Monde de foot. Donc 98, ça remonte déjà. Ouais, donc c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je me suis portée volontaire pour travailler en tant que bénévole à l'organisation de cette Coupe du Monde. Très et bien. à l'époque, j'étais à Lyon. Donc, j'ai été prise en tant que bénévole pour le tournoi de France 97, qui était un peu la répétition générale avant la Coupe du Monde 98. Personne s'en D'accord. souvient. Hein, Ouais. et à ce moment-là, donc, j'ai découvert le métier de journaliste puisque j'étais affectée au centre de presse. Et pour moi, tout un nouveau monde s'ouvrait puisque en réalité, journaliste, j'avais jamais pensé à être journaliste. D'accord. Alors que, je vais te raconter, c'est un truc de fou. Dis-moi. C'est que en fait, il y a quand tu regardes avec le recul, tu te dis mais en fait, il y a plein de signes qui faisaient que ce métier m'attirait, mais j'osais pas me le dire. J'osais pas me dire c'est pour moi ou alors déjà bon, je précise que dans ma famille absolument personne n'est dans les médias. D'accord. Moi, mon père, il est ouvrier, ma mère, elle est mère Absolument, au foyer, oui. donc si tu veux, on n'est pas du tout d'un milieu, on n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Et à côté de ça, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. J'écrivais pour moi, hein, j'ai jamais rien publié dans ma jeunesse, tu vois. Donc, et à côté de ça, à la maison, on écoutait beaucoup France Info D'accord. pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas la télé. Donc, Oh, ok. j'écoutais énormément France Info. C'était vraiment l'info au quotidien. Et à côté de ça aussi, quand j'étais en fac de psycho, on a créé un petit magazine, un petit fanzine de fac, quoi. D'accord. Mais sans que j'ai la prétention ou même l'idée de me dire, ah bah, je vais être journaliste. Non, on écrivait vraiment pour le plaisir, quoi. D'accord. Et à côté de ça, si je remonte encore un petit peu au lycée, j'ai créé avec d'autres la première radio du lycée. Donc tout ça pour te dire qu'il y avait un truc, c'était comme une graine, si tu veux, qui était là. D'accord. Et qui, au fil des années, au fil des rencontres, au fil de la vie, tout simplement, et ben, petit à petit grandit. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, il y a un déclic qui fait qu'en fait, tu te dis, mais bien sûr, quoi. Et donc, à la faveur de cette Coupe du Monde de foot, puisque l'année d'après, j'ai été affectée au centre de presse toujours, mais à Paris. D'accord. Je suis montée à Paris et là, ça a vraiment conforté l'idée que, ouais, j'avais envie de faire du journalisme. Et quand je suis revenue à Lyon, là, je me suis inscrite dans une école de journalisme qui venait de se monter à Lyon, en me disant, c'est vraiment ça que je veux faire. Donc, c'était pas vraiment une vocation, tu vois. Et puis, c'était quelque part un métier où je m'étais mis moi-même des barrières, tu vois, en me disant, tu vois, je m'étais jamais dit non, c'est pas possible. Et en même temps, tu vois, c'était presque évident que c'était pas pour moi, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi que je voudrais véhiculer comme message, c'est que, en fait, des fois, tu penses à des métiers et tu te dis, c'est pas pour moi, quoi. Absolument. Tu n'en rêves même pas parce que tu as personne autour de toi qui est là-dedans. Exact. Ou la seule personne à l'époque qui était dans les médias, c'était Rachid Arabe. Ouais. Qui portait très bien son nom, d'ailleurs. Mais voilà, quoi. Tu vois, à part lui, il y avait personne. Il y avait Nadia Samir qui était une speakerine à l'époque sur TF1. Mais voilà, si tu veux, on n'avait pas un environnement non plus qui était très mixte et très diversifié. D'accord. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et quelle a été la réaction du coup du papa? Parce que tu as complètement changé de branche. Mais lui, il était dégoûté que je rate médecine. Lui, il était dégoûté. Mais bon, il voyait bien que, voilà, c'était à l'époque, il y avait sur un amphi de 500 personnes, il y en avait peut-être 40 qui étaient prises en médecine. Ah ouais. Donc voilà, il savait que c'était dur et en même temps, bon, il avait bien compris que c'était pas du tout ma volonté, quoi. Et psycho, il trouvait ça bien aussi, donc il avait validé. Par contre, journalisme, pas du tout. Pas du tout. Il a pas du tout validé. Ah là 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 là. Non, pour lui, c'était pas un métier pour une femme. C'est un métier où t'es tout le temps dehors parce qu'il faut rencontrer des gens. C'est vrai, tu vois. C'est un travail de terrain à la base. Exactement. Et petit à petit, tu vois, j'ai commencé à lui expliquer que voilà, c'était aussi une manière de raconter le monde, quoi. Et que lui-même, en plus, il regardait tout le temps les infos. Donc c'était un paradoxe, tu vois, de se dire, il regarde tout le temps les infos, mais il a pas envie que sa fille soit journaliste. Donc voilà, il y a eu aussi un travail sur lui. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il l'a bien accepté. Ah, bah, ça fait plaisir d'entendre ce genre d'histoire. Ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, je regardais dans différents articles, t'hésites pas, justement, d'ailleurs, tu viens de me le dire, mais de souligner le fait que tes parents étaient analphabètes. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais
n'ait pas été à l'école. Il était illettré, en tout cas. Voilà. Mon père, ma Et- mère est allée à l'école. D'accord. Elle est allée à l'école jusqu'en 6e. Elle en est D'accord. très fière. Oui, c'est excellent. Et c'est super parce qu'à la maison, heureusement qu'elle était là pour remplir les chèques, mais Bien. des trucs tout cons, on se rend pas compte. C'est bien de le dire. Quand on n'a pas ce genre de background, c'est-à-dire que quand tu sais pas lire, ben, mon père, quand il allait d'un point A à un point B en voiture, ben, il savait pas lire, quoi. Mhm. Donc à l'époque, il y avait pas de GPS, évidemment. Les cartes routières, il savait pas les lire non plus. Donc, Exact. tu vois, même encore aujourd'hui, quand je me mets à sa place, je me dis, mais c'est quand même des vaillants, quoi. Tout à Enfin, fait. je veux dire, tu es obligé t'es dans une ville que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas. Absolument. Tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, Tout où à tu fait. dois effectivement construire une vie, finalement. Et honnêtement, enfin, admiration éternelle pour tous ces hommes et ces femmes qui sont venus comme ça, quelle que soit l'époque, mais qui sont venus construire quelque chose et et on se rendra jamais compte vraiment fait. de ce que peut être l'exil pour toutes ces personnes, quoi. Exactement. Mais voilà, admiration et respect éternel, quoi. Ah, c'est beau de le dire, hein, c'est beau de le dire et c'est beau ce que tu dis parce que je me reconnais à travers tes propos. Je parle personnellement. Ouais, hein. mais je pense que les téléspectateurs aussi Absolument. sauront aussi de quoi on parle, quoi. Absolument, absolument. Bah, c'est une bonne chose. Tu as été par la suite également correspondante en Algérie. Exact. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, s'il te plaît, Aïda? Ouais, alors c'était assez dingue parce que, tu vois, mes parents, ils ont traversé la Méditerranée. Moi, jamais j'aurais pensé retourner, enfin, faire le trajet inverse. D'accord. Mais il se trouve que c'est une histoire personnelle dans le sens où j'avais rencontré donc le futur père de mes 2 enfants à Paris et que D'accord. lui a été muté en Algérie. Je précise Ok. que il n'est pas du tout d'origine maghrébine. D'accord. Voilà, c'est un Français. Alors j'aime bien l'expression 100% cassoulet parce qu'il est du Sud-Ouest. Voilà, donc rien ne D'accord. prédestinait vraiment. Ok. Et puis, quand il a été muté en Algérie, bah, j'avais le choix. Soit je restais en France, à France Inter, où je venais d'être acceptée en stage. Soit je quittais la France, mon pays, ma famille, pour le suivre en Algérie. Et ben, j'ai fait le choix de l'amour. D'accord. Donc, j'ai quitté la France pour le suivre. Et je me suis installée là-bas en tant que journaliste et correspondante en Algérie pour des médias français. Et ce que je réalisais... Ce qui est super, en fait, c'est qu'une expérience à l'étranger, en tout cas dans le journalisme, ça a été vraiment à la fois une claque d'un point de vue personnel, parce que moi, je suis d'origine tunisienne, donc Oui. l'histoire de l'Algérie, je la connaissais, mais vaguement, si tu veux, l'histoire de la colonisation algérienne qui a été la plus longue. Oh là là. Finalement, tu vois, plus de 130 ans de colonisation. Je comprenais pas, en fait, pourquoi mes amis d'origine algérienne, ils étaient tout le temps, ouais, Jazaïr, Oui. Jazaïr. Tu vois, il y avait ce Complètement. côté-là que j'appréhendais pas, parce que la Tunisie a été un protectorat, donc c'était pas la même Oui, c'était histoire. différent. Et en fait, en allant en Algérie, j'ai compris, quoi. J'ai compris parce que ceux qui sont là-bas, les anciens moudjahidines, les descendants moudjahidines, Tout à tous fait. ceux qui ont construit ce pays-là, cette indépendance-là, pour moi, ça a été une vraie révélation déjà d'un point de vue personnel, et puis aussi d'un point de vue professionnel, parce que quand j'étais à Paris, donc à France Inter, que j'ai intégré suite à un concours, enfin, on en reparlera peut-être, D'accord. mais je suis arrivée, en fait, j'avais 0 travail. En fait, je repartais de 0, quoi. Et si tu veux, c'est très confortable quand tu es dans une rédaction à Paris, Ouais, tu as un rédacteur en tout chef à qui fait. te dit, voilà, aujourd'hui, on va parler de ça, dans le journal de 13h, il va y avoir ça. Et en fait, tu arrives où c'est toi qui dois construire D'accord. ta vie professionnelle, parce que tu es pigiste. T'es freelance, t'es correspondant à l'étranger, et donc c'est à toi de trouver des sujets et d'appeler des rédactions en leur disant, voilà, j'ai tel sujet, machin, tout. En fait, t'es ta propre entrepreneuse, quoi. Absolument. Donc c'était quelque part une très belle initiation et aventure professionnelle, puisque ça m'a permis, voilà, d'être ma propre patronne et de comprendre, en fait, comment cette autre facette-là du journalisme pouvait aussi me construire. D'accord. Et du coup, tu as fait combien de temps en Algérie? Presque 4 ans. Presque 4 ans. D'accord. Aujourd'hui, je sais que tu es maman de 3 Ouais. enfants, je Exact. précise. Ouais. Est-ce que tu referais cette expérience? Est-ce que tu resignerais? Bien sûr. Faut jamais regarder le passé en se disant « Ah, si j'avais fait ci, ah, si j'avais fait ça ». C'est fait. Donc, quoi qu'il arrive, en bien ou en mal, Bien. je veux dire, il faut...
vivre ces expériences passées, quelles qu'elles soient, comme des tremplins pour l'avenir. Je veux dire, moi, j'ai pas toujours vécu des trucs bien. Hein. Il y a des trucs qui sont moins bien passés. Il y a des émissions qui ont été des échecs. Mais au contraire, ça m'a construite aussi, puisque ces échecs-là ont été vraiment des tremplins. Parce que sans ces échecs-là, peut-être que j'aurais pas compris certaines choses ou peut-être que j'aurais pas fait certaines choses. Donc, pour moi, vraiment, tout mérite d'être vécu. Et il n'y a pas un truc où je me dis « Ah, c'est dommage ». Non, honnêtement, j'ai un regard sur le passé qui est très bienveillant en me disant que voilà, c'est tout ce qui vous arrive vous construit. Après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la manière dont tu les vis qui va aussi construire ton avenir, quoi. C'est ton passé, ton présent, mais c'est ça aussi qui construit ton avenir. C'est-à-dire que soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Soit tu te dis, mon émission, ça a été un échec total. Ouais. Ou soit tu te dis, mais sans cet échec total, tu n'aurais pas rencontré telle personne ou tu n'aurais pas fait ci, ça, pour aujourd'hui être ta propre productrice. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, une manière de voir les choses. En tout cas, moi, sur le passé, vraiment, j'ai un regard très bienveillant. Ah, excellente mentalité, Aïda. Je tiens à te le souligner. Face caméra. Et quels ont été les moments les plus contraignants de ta carrière ? Peut-être les choix du coup que j'ai dû faire parce que quand j'ai gagné ce concours de journalisme qui m'a fait rentrer à France Inter, tu vois, au bout de, je devais rester 3 mois en stage et j'ai fait finalement 3 ans. Et quand j'ai dû démissionner de France Inter pour aller en Algérie, c'est vrai que ça a été quand même un gros choix, quoi, de me dire attends, est-ce que je quitte un cocon parce que finalement, tu vois, t'es dans une grande maison France Inter et tu pars pour l'inconnu. Ça a été un choix à faire. Et après, en termes de contraintes aussi, c'est quand j'ai dû monter ma propre entreprise de production aujourd'hui, ma société de production. J'étais à l'époque à CNews qui venait en fait d'être créée puisqu'il y avait iTélé avant. Moi, je suis arrivée à la fin d'iTélé et c'était le début de CNews. Donc, je suis arrivée à la matinale week-end. Et en fait, c'était au bout d'1 an, je me suis dit en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je l'ai déjà fait. Tu vois, l'information continue, ça me plaisait plus trop. En tout cas, pas comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'apporter une empreinte, d'apporter un truc, quoi. Pas faire que de la ressaucée de dépêche, ça m'intéressait pas. Et du coup, j'ai arrêté d'être sous contrat. Enfin, j'ai arrêté toutes mes collaborations avec CNews pour justement créer mon propre programme. Et ça a été vraiment un choix aussi. C'était des moments clés dans ma vie professionnelle où tu te dis, voilà, tu sais que t'arrêtes un truc, mais t'as rien derrière, quoi. Donc, au contraire, ça te force justement à être très proactif, à être vraiment certes dans l'inconnu, mais en même temps, je veux dire, c'est dans l'inconfort que tu crées aussi le plus souvent. Je veux dire, Bill Gates, quand il a créé Microsoft, c'était à des moments où il n'était pas encore Bill Gates, quoi. Et c'est pareil que Zuckerberg aussi, quand il a créé Facebook, c'était au fond de son garage. Donc voilà, c'est des moments aussi de se dire que voilà, il y a les processus créatifs arrivent aussi souvent à des moments où tu es en galère. Exactement, Aïda. Et je voulais voir avec toi, il y a quelques semaines, on a reçu Karine Guilloc. Et je lui ai posé que je salue d'ailleurs. Ouais, je l'aime beaucoup Karine, donc je la salue aussi. et je lui ai posé la question, je lui ai demandé est-ce que c'était pas une casquette trop lourde à porter le fait d'être considéré pour beaucoup de modèles. Alors, je vais être très honnête avec toi. Au départ, moi, j'avais énormément de mal avec ce qu'on appelait en 2005, tu sais, juste après les émeutes de 2005, les minorités visibles. Et moi, je suis arrivée en fait à M6 juste avant ces émeutes. Donc, on était en août et les émeutes, c'était à partir de septembre-octobre, si ma mémoire est bonne. Ouais, par là. Et en fait, tout de suite après, il y a eu effectivement cette prise de conscience un peu générale, notamment lorsque Jacques Chirac a convoqué tous les présidents de chaîne en leur disant voilà, la télé n'est pas assez diversifiée, les médias ne sont pas assez diversifiés, il faut mettre en avant les minorités visibles parce qu'elles représentent aussi la société française. Et moi, j'avais énormément de mal avec cette question-là parce que je me considérais... Enfin, si tu veux, je voulais pas être mise en avant parce que j'étais une minorité visible. Je voulais qu'on me reconnaisse d'abord pour mon travail. Alors, si je faisais partie d'une minorité visible, c'était un fait, mais en aucun cas un prétexte ou un alibi ou je ne sais quoi. Donc, j'ai pas été très à l'aise au départ avec cette question, mais force était de constater qu'au final,
quand j'allais quelque part dans la rue, à côté de chez moi, ou quand je faisais mon marché, tout simplement, les personnes qui venaient me voir et avec qui j'avais des discussions, c'était essentiellement des personnes des minorités visibles, justement, et qui avaient un discours très bienveillant et toujours dans le mode « Ah, mais merci, quoi, de représenter. » Et en fait, je me sentais pas représenter quelque chose, mais je me rendais compte, en fait, que, effectivement, comme moi, je n'avais pas eu vraiment de modèle, je te disais tout à l'heure, à part Rachid Arabe et Nadia Samir, bah, en fait, il fallait aussi, quelque part, briser je ne sais quel plafond de verre et montrer aussi que c'était possible. Et par ma présence, même si je ne l'affichais pas ou j'étais pas du tout dans la revendication ou le militantisme de dire « ouais, je suis là, machin truc », et ben force était de constater que quand même, ça avait valeur d'exemple, quoi. Et quand même, ça avait valeur de modèle. Donc, à partir de là, je l'ai un peu vécu différemment, dans le sens où j'avais conscience aussi qu'il y avait une voie à suivre ou une voie à ouvrir, mais que derrière, en fait, j'étais pas la seule, quoi. Donc, j'ai été marraine de promotion égalité des chances, notamment à l'école de journalisme de Lille, à l'ESJ, où je me rendais compte, en fait, quand on m'a dit, voilà, c'est une promotion égalité des chances, etc., moi, je m'attendais à arriver dans une promo où il y avait que des Noirs et des Arabes, pour faire court. Et ben en fait, pas du tout. Il y avait essentiellement... Alors oui, bien sûr, il y avait des Noirs et des Arabes, mais il y avait aussi beaucoup de Français, ce qu'on appelle de la France périphérique, des Français ruraux, des Français modestes. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on parlait de diversité, on faisait peut-être une erreur en se disant que la diversité, c'était que les Noirs et les Arabes. En fait, non. La diversité, quand on parle de diversité, notamment dans des métiers comme le journalisme, où c'est vrai, c'est un métier privilégié, avec des intervenants aussi, parfois, qui sont toujours d'un même milieu ou qu'on peut considérer parfois comme une caste ou une élite. Et ben au final, les personnes à qui tu parles, il faut aussi qu'elles te ressemblent. Exactement. Et la France, cette fameuse France d'en bas, bah, c'est les Noirs, les Arabes, les Français très modestes, les ouvriers, les fils d'ouvriers, les Français ruraux. Et donc, en ça, j'ai aussi changé mon regard, quoi, en me disant que la première discrimination, finalement, elle est sociale, quoi. Parce que quand tu vas, mais ne serait-ce que dans la fonction publique, la haute fonction publique, je veux dire, si il y a une certaine reproduction des élites, c'est aussi parce que à la base, elle n'est pas diversifiée. Il n'y a pas de personnes d'origine modeste qui ont accès à ces formations-là. Exactement. Donc, si tu veux, la question des minorités, pour moi, elle vient aussi du fait de la discrimination sociale. Donc, c'est important de le dire aussi. Alors après, concentrer sur l'ethnique, moi, je suis pas favorable. De la même manière que je suis pas favorable quand on parle d'éventuels quotas ethniques. En revanche, pour parler de diversité, je suis d'accord sur le fait qu'il faut la mesurer, cette diversité. Il faut la quantifier. Et c'est dans ce sens-là aussi, peut-être, qu'il faut ouvrir davantage les politiques de discrimination aujourd'hui. D'accord. Comme tout le monde le sait, tu es française d'origine tunisienne. Quel est ton rapport avec l'Afrique de manière générale ? Alors, je crois que c'est le continent où je me sens le plus à l'aise. J'ai énormément voyagé dans le monde et l'Afrique, à chaque fois que je vais en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Cap-Vert, en Algérie ou en Tunisie, je sais pas, je sens un truc, quoi. Je me sens chez moi partout, mais là, je trouve qu'il y a avec l'Afrique un rapport que je n'ai nulle part ailleurs. Bah, sans doute que voilà, culturellement, il y a quelque chose. Bien sûr. Et l'accueil aussi, le fait qu'il y a certaines règles de l'hospitalité, certaines choses qui me parlent. Tout à fait. Et que je retrouve nulle part ailleurs. Après, le rapport avec le pays d'origine de mes parents, bah, je dirais comme Joséphine Baker, en fait. J'ai deux amours, c'est mon pays et la Tunisie. D'accord. Et ça, on m'en enlèvera jamais. Ah, c'est bien. Et j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais j'espère qu'on se croisera là-bas. Mais oui, et puis alors si tu viens en Tunisie, je te conseille d'éviter évidemment les côtés très touristiques, parce que moi, je viens d'une région que j'adore, qui n'est absolument pas touristique et qui est restée très authentique. C'est une région que personne ne connaît. D'accord, oui. Ça s'appelle en fait Jendouba, d'où je viens. C'est une région très agricole qui était en fait le grenier à blé de l'Empire romain à l'époque. D'accord. Et c'est
c'est une terre où je me sens bien, en fait. D'accord. Moi, mes parents, c'est des paysans. Donc, Ouais. donc voilà, le rapport à la terre aussi, il est très important pour moi. Mais de toute façon, on a noté l'adresse, Aïda. Quand on sera sur place, je vais te contacter. J'espère bien, oui. Et est-ce que je sais que tu étais en Tunisie pendant le printemps arabe, juste avant Oui. le début même. Ouais. Tu y retournes fréquemment, je suis au courant. Est-ce que tu penses que ça a changé? Écoute, oui, bien sûr, ça a changé parce que la Tunisie de Ben Ali n'est pas la Tunisie d'aujourd'hui. Et en même temps, je crois qu'il y a eu beaucoup de désillusions suite à la chute de Ben Ali. Ah puisque, bon? oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'en fait, les gens, moi, je connais pas beaucoup de monde qui regrette Ben Ali vraiment. D'accord. En revanche, beaucoup ne sont pas satisfaits avec la situation actuelle, mais en fait, c'est comme toutes les révolutions, elles ne se font pas en un jour et la démocratie ne s'apprivoise pas en un jour. Absolument. Donc, c'est comme la Révolution française. Il y a eu certes 1789 avec cette déclaration universelle des droits de l'homme qui a suivi, mais il ne faut pas oublier que 4 ans après, il y avait la terreur. Donc, Exact. je veux dire, même dans toute l'histoire moderne, on sait bien que les démocraties ou les grandes révolutions, elles sont toujours suivies de périodes un peu troubles comme ça. Exact. Et je pense que c'est ce qu'est en train de vivre la Tunisie. Ajoute à cela la crise économique et sanitaire qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la Tunisie souffre, mais j'ai confiance en les Tunisiens. D'accord. En tout cas, le message est passé. Que dirais-tu à la jeunesse tunisienne qui voit toujours la France comme étant l'Eldorado? Moi, je suis d'origine du Sénégal. Je viens du Sénégal. Et finalement, c'est plus ou moins la même chose un peu partout. Que dirais-tu à cette jeunesse tunisienne? Je leur dirais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. D'accord. Vraiment, j'ai l'impression de Parfois, tu sais, quand on était petit, qu'on allait en Tunisie les étés, on était accueillis par nos cousins du bled comme les petits Français. Exact. Et c'est vrai que mes parents, à chaque fois qu'on allait au bled, ils étaient obligés de remplir les valises, la voiture de cadeaux, parce qu'on était dans l'esprit de nos cousins du bled, ceux qui avaient réussi. Alors que franchement, mon père, il était ouvrier, il avait un salaire de misère, ma mère, elle bossait pas, donc on avait du mal vraiment à joindre les deux bouts à la maison. Mais vis-à-vis de ceux qui étaient restés là-bas, ils avaient l'impression qu'on était toujours mieux qu'eux. Alors que des fois, franchement, nous, on allait au bled, on voyait nos cousins avec des jogging Adidas, quoi, que nous, on n'avait pas, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on se trompe, en tout cas que la jeunesse de là-bas se trompe de combat en pensant que vraiment la France, c'est mieux ailleurs. Mais je comprends leur désir d'ailleurs. Vraiment, je comprends leur désir d'ailleurs. Mais j'aimerais vraiment que ceux qui soient là-bas construisent leur pays, parce que si tout le monde s'en va, que restera-t-il au fond? Absolument. Mes parents, finalement, s'ils sont venus en France, c'est parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre, c'est parce que finalement, ils ont été demandés par la France. Aujourd'hui, la France, elle ne demande plus personne, quoi. Tout à fait. Si ce n'est les cerveaux ou d'autres immigrations choisies, comme on dit. Bien sûr. Mais voilà, je pense que l'Afrique est le continent du 21e siècle et qu'aujourd'hui, pour construire ce continent, il faut la force vive. Et qu'est-ce qui fait la force vive? Ce sont ses habitants. Et je partage ton point de vue, je tiens à te le souligner. Et est-ce que là-bas, tu es active, je ne sais pas, à travers des assos, à travers des fondations, à travers tes marraines de certains projets? Oui, alors là, je réfléchis, je travaille sur un projet dont je ne peux pas encore vraiment parler, mais qui est en lien. Ouais, j'espère vraiment, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est en lien avec la fameuse saison africaine en France qui devait avoir lieu cette année, mais qui a été reportée à l'année prochaine, et qui vise à finalement montrer tout ce que l'Afrique peut avoir de meilleur et ce que l'Afrique a à offrir. Et en fait, ce qu'on sait peu, c'est que la créativité africaine, elle est, sincèrement, elle a aucune comparaison.
Et c'est ça que je veux montrer parce qu'on le sait pas en fait. On a toujours le sentiment ou l'espèce de cliché des Africains qui veulent apprendre des autres. Et en réalité, je pense vraiment que l'Afrique a beaucoup à nous apprendre, même en termes de médias. Je veux dire, là, on est en plein dedans. Ouais. Mais quand tu vois en fait ce que sont capables de faire les Nigérians ou d'autres avec le fameux Nollywood, ou même ce que font certains étudiants en Afrique du Sud, avec très peu de moyens, mais des effets spéciaux. Mais sincèrement, c'est hallucinant. Alors qu'ici, on n'est même pas capable de faire un film avec moins de X budget, quoi. Enfin, tu monteras dans cette partie-là, mais vraiment, c'est ça qui me tient à cœur, quoi. C'est de montrer aussi ce qu'on peut avoir de meilleur. Donc, je travaille sur ce projet-là, qui va vraiment aboutir, je pense, en juillet 2021. D'accord. Et mon lien avec le continent d'origine de mes parents, il est aussi affectif parce que voilà, on vient de là, l'humanité vient de là, donc voilà, tout ça, finalement, c'est rendre un petit peu ce qu'on nous a donné, quoi. D'accord. Et je partage encore une fois, c'est peut-être un peu trop kitsch et trop facile de le dire, mais je partage totalement ton point de vue quant aux forces de notre continent, qui est la terre-mère de l'humanité, bien évidemment. Et puis, c'est aussi une manière à nous qui avons grandi ici, de quelque part de rendre hommage à la terre de nos ancêtres. Bien sûr. Parce que moi, je n'oublie pas d'où je viens. Et vraiment, même si je suis vraiment française, enfin, je veux dire, je me sens française, il y a pas photo, mais on a les pieds sur les deux continents, quoi. Exactement, la double culture. Exactement, c'est vraiment ça. Donc, tout à l'heure, je soulignais le fait que t'es maman, tes enfants aussi, tu les inculques ça, à savoir. Alors, je vais même te dire plus, c'est que mes deux grands garçons, ils habitent au Burkina Faso. Oh. Donc, je peux pas être moins en lien avec l'Afrique. D'accord. C'est-à-dire que le papa de mes deux enfants, donc lui, a continué sa carrière à l'étranger. D'accord. Et aujourd'hui, il travaille au Burkina Faso. D'accord. Et mes enfants, d'eux-mêmes, ont souhaité en fait avoir une expérience, une expatriation à l'étranger. Et donc, depuis plus d'1 an maintenant, ils habitent là-bas. D'accord. Et donc, ma fille et son papa. D'accord. Donc, on est toujours en France. Et lui, il est d'origine algérienne. D'accord, donc, tu vois, il y a toujours le rapport à l'Afrique. Il y a toujours, on est toujours là quelque part, mais à cheval entre ces deux cultures-là. Ouais, excellent. Alors, je suis malheureusement pas allée au Burkina Faso, mais... Ça ne saurait tarder. Ouais, j'espère vraiment. D'accord. Et... je voulais savoir avec toi, on va changer, je pense qu'on a bien développé sur les termes de l'Afrique. Quel est ton regard sur la société en 2020 ? Alors aujourd'hui, comme tu sais, on a traversé une crise sanitaire, on est encore en plein dedans. Ouais, tout à fait, c'est pas fini. Ouais. Je me reprends, on est encore en plein dedans. On a vu également aussi les récents événements à travers Adama Traoré, à travers les George Floyd. D'ailleurs, je suis allé fouiner ton compte Instagram. Je sais que tu repostes à chaque fois, etc. et tout. Mais quel est ton ressenti, toi, déjà, sur la société en 2020 ? Elle est loin d'être parfaite, bien sûr. Ouais. Mais je pense que je vois du bon, en fait. Je vois du bon en chaque être humain, vraiment. Et c'est le bon dans l'être humain qui m'intéresse. Okay. C'est pas le pire qui m'intéresse, c'est le meilleur qui m'intéresse. Après, bien sûr, il y a des choses qui se passent encore en 2020 qui n'ont pas lieu d'être. Les George Floyd, les Adama Traoré et d'autres, parce qu'il est loin d'être le seul. Absolument. Il y a une constante dans tout ça, c'est que... les injustices, elles existent encore, il faut les combattre et je serai toujours du côté de l'opprimé. Mais quelle que soit sa couleur de peau, son background, ça peut être effectivement quelqu'un qui me ressemble, mais ça peut être aussi un policier, ça peut être aussi... encore une fois, peu importe. Bien sûr. Du moment que quelqu'un est opprimé, je serai toujours du côté de l'opprimé. C'est ça qui m'intéresse en fait. Bien sûr. Moi, je ne juge pas en fonction de la couleur de peau ou d'autres. Mais à côté de ça, en fait, dans tout ce qui m'anime aujourd'hui, professionnellement et personnellement, encore une fois, c'est ce que l'être humain peut avoir de meilleur. Je crois qu'on sera beaucoup plus heureux dans notre société si on cherche à faire le bien. Si je m'intéresse que... je vais te donner un exemple tout con. Aujourd'hui, j'ai mon frère qui m'envoie une vidéo
d'une perquisition qui a été effectuée dans une école musulmane et il se désespérait en fait de ce qu'il considère comme une chasse aux musulmans. Et en fait, au bout et puis d'autres choses, des propos tenus sur des plateaux télé. Et je lui disais, mais parce que c'est souvent qu'il m'envoie ce genre de choses, je lui disais, si toute ta journée tu ne constates que des choses comme ça, je lui dis, mais ta vie elle sera un malheur, quoi. Absolument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi pas montrer ce que des musulmans peuvent apporter. Ce qui m'intéresse, c'est pas les propos de comptoir. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce que nous, collectivement, on peut apporter. C'est encore une fois le meilleur. Je veux dire, quand d'autres disent les musulmans sont comme ci, les musulmans sont comme ça, ben, j'ai envie de montrer des musulmans qui font du bien, des musulmans qui sont fraternels, des musulmans qui vivent avec d'autres. Là, je fais pas une fixation sur les musulmans, mais c'est vraiment pour te donner un exemple, en fait. C'est vraiment pour te donner un exemple. Bien sûr. Et encore une fois, enfin voilà, l'être humain est capable du meilleur, quoi. Et aujourd'hui, on le voit dans notre société par la désaffection qu'on peut avoir pour des médias aussi. Elle s'explique parce qu'on ne parle que de ce qui ne va pas. Tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle aussi, comme on est en train de le faire là, de ce qui va aussi. Absolument. Je veux dire, j'ai pas envie de me plaindre parce que je vis en France, mais au contraire, j'ai envie d'apporter du bon, quoi. J'ai envie d'apporter du meilleur, et j'essaie de le faire à mon humble niveau. Et j'aimerais en fait, voilà, qu'il y ait tout un écosystème qui apporte du bonheur aussi aux gens, parce qu'il faut pas oublier que voilà, le but de l'existence, c'est quoi ? C'est d'être heureux, non ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, tu es optimiste, toi, pour la suite ? Moi, complètement, ouais. Je sais très bien qu'il y a des problèmes dans cette société. Je suis pas en train de dire que, voilà, tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il faut qu'on pense à comment l'améliorer, cette société. C'est dur, mais je suis optimiste aussi. Donc, c'est vrai. Mais toutes ces choses-là nous font dire que voilà, là on est tous dans le dur, on a la tête dans le sac, comme tu sais très bien à travers ce que tu viens de citer, mais j'ose espérer sincèrement qu'il y a un réveil et qu'on vivra des jours meilleurs. Hein. Donc, on va changer de sujet. D'ailleurs, l'émission touche bientôt à sa fin, mais avant de te libérer, je voudrais savoir, hormis tes parents, quels sont les acteurs sociaux qui t'ont le plus inspiré ? Écoute, bien sûr, ouais, mes parents sont mes premiers modèles. Et à côté de ça, les grandes figures des luttes, tous ceux qui ont lutté contre des oppressions, quelles qu'elles soient. Et de manière générale, en fait, tu sais, depuis 2 ans, je sillonne la France pour aller à la rencontre de ceux qui changent le monde, en fait, vraiment. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui juste distribue à manger à ceux qui font la manche en bas de chez lui. Ça peut être ça, tu vois. Pour moi, il change son monde parce qu'il contribue à améliorer son quotidien et donc celui d'autres personnes. D'accord. Et par capillarité, ça touche d'autres personnes. Mais depuis 2 ans, en fait, que j'ai repris le travail de terrain et que je rencontre des acteurs de bien, j'ai envie de vraiment... encore une fois, je me répète, mais ça peut paraître niais ce que je vais dire, mais vraiment, les gens sont capables du meilleur, quoi. Et... j'ai presque perdu le fil de ta question, mais je tenais vraiment à apporter cet éclairage-là, quoi, de dire que ça sert à rien de désespérer, vraiment. Il faut apporter de l'espoir, quoi. Il faut apporter de l'espoir. Tu le fais toi aussi à ton échelle, à ton échelle et à mon petit niveau. Voilà. Et il faut continuer, quoi. Il faut continuer. L'espoir fait vivre. Et du coup, quels sont tes projets futurs ? Alors, toujours continuer dans cette optique-là, c'est-à-dire changer le monde. Vraiment, c'est une ambition qui est pas du tout idéaliste. Je pense que c'est possible aujourd'hui, ne serait-ce qu'en faisant le tri dans tes déchets. C'est tout con, hein, mais quelque part, tu contribues aussi. Tu sais, c'est une goutte plus une goutte plus une goutte. Tout à fait. C'est comme ce proverbe chinois qui dit dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable, mais un flocon plus un flocon, tu sais très bien ce que ça donne à la fin. Mais ta question, redis-moi ta question. Excuse-moi, je pars loin dans tes futurs projets. Mes futurs projets, vraiment, c'est toujours de développer ça, que ce soit en télé ou ailleurs, parce que je crois vraiment en la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération X, Y et Z, la génération qui est née avec un téléphone dans la main.
Je pense que eux vraiment, ils peuvent changer le monde. Ils n'ont pas choisi, si tu veux, d'être dans un monde où les ours polaires disparaissent et où les banquises fondent. Tout à fait. Mais ils sont capables de faire plein de choses, quoi. Et quand je vois à quel point une Greta Thunberg est capable de bouleverser quelque part des comportements, Bien sûr. ça me donne vachement d'espoir. D'accord. Ça me donne vachement d'espoir. Et j'ai envie de continuer là avec les gens de ma génération, mais pas seulement. Ceux qui viennent après, je suis persuadée que ceux qui vont prendre notre suite, ils n'ont pas dit leur dernier Mais mot. de toute façon, je te salue parce que tu es dans la transmission. Ouais, complètement. Et c'est ça qui me fait plaisir, dans la mesure où moi-même je t'ai sollicité, tu as répondu oui directement, etc. On partage, là on échange, tu nous fais part de ton expérience, de ton background, etc. Et c'est terrible, c'est mortel. Et nous, la jeune génération, on a besoin d'avoir des conseils de nos aînés qui ont justement, qui sont passés par là avant nous. Donc ça, je tiens à te le dire aussi, yeux dans les yeux. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Aïda? D'être heureuse. Je crois que c'est, encore une fois, c'est le but de la vie, c'est d'être bien. Voilà. Après, tu sais, si carrière, tout ça, c'est pas important finalement si t'es malheureux. Je veux dire, tu peux être en haut de l'affiche, mais si t'es pas heureux, à quoi ça sert? Tu peux être riche, mais si t'es pas heureux, à quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est le nombre de personnes qui se sont suicidées parce qu'ils ont gagné au loto, ils savaient pas quoi faire de leur argent. L'argent fait pas le bonheur, on le sait. Moi personnellement, voilà, j'ai vécu des très belles choses. Tout ça m'a aidé aussi à nourrir la réflexion qu'on a là ensemble. Ouais, bien sûr. C'est vrai que voilà, j'ai été très exposée médiatiquement, mais ça m'a pas forcément rendue plus heureuse, alors qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je vois la vie autrement. D'accord, c'est excellent en tout cas. Excellente mentalité, Aïda. Franchement, je te l'ai dit, je sais pas combien de fois depuis tout à l'heure, mais c'est sincère. Et d'ailleurs, comment dire, tes paroles nous font du bien et nous reboostent, mais tu sais même pas à quel point. Mais c'est important. Donc, c'est important. Merci beaucoup. Ça me touche également. Ah là là, c'était le chairman et 500. Tu peux inverser, c'est pareil avec la grande Aïda Touiri. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.